Est-ce vraiment la France? Pour célébrer l'apogée de leurs études universitaires, 3 étudiantes arabes avaient planifié un voyage de fin d'études à travers l'Asie, visant principalement la Chine et l'Indonésie. La France n'était qu'une étape, une simple escale sur le chemin du retour. Cependant, contrairement à leurs attentes, leurs séjours en Chine et en Indonésie furent semés d'embûches. Les expériences tant espérées dans les nations phares se sont transformées en une série d'épreuves exténuantes. Épuisées, elles ont écourté leur passage en Indonésie pour se rendre à leur destination, bonus, la France. La France sera probablement la même chose, pensaient-elles avec lassitude en arrivant. Pourtant, le quotidien français, totalement inattendu, les a laissés perplexes. Est-ce vraiment la France? Un événement particulier a ensuite bouleversé leur cœur. La France est devenue, de manière inattendue, un lieu si spécial qu'il les a émus aux larmes. Qu'est-ce qui, dans le quotidien français, les a tant surprises? Et pourquoi la France est-elle devenue un endroit si cher à leur cœur? Plongeons immédiatement dans le récit de cette expérience partagée par les jeunes femmes arabes. Amina, Nadia et Aïcha, toutes 3 sur le point d'obtenir leur diplôme, avions décidé d'organiser un voyage pour créer un dernier souvenir avant de nous séparer. Pour un voyage de fin d'études, il nous faut une destination vraiment spéciale, s'exclama Nadia, rayonnante. Étudiantes arabes, nous avions partagé d'innombrables moments, et le temps passé ensemble après l'obtention du diplôme nous mènerait sur des chemins différents. Ce voyage avait donc une signification toute particulière. Et si on allait en Asie? La proposition d'Aïcha a fait briller nos yeux. L'Asie, avec son histoire millénaire, sa culture riche et ses sites touristiques mondialement célèbres, promettait, pensions-nous, des expériences inoubliables. « Je veux absolument aller en Chine », ai-je répondu sans hésiter. La Chine, un pays avec plusieurs milliers d'années d'histoire, où de majestueuses ruines et des traditions ancestrales perduraient. En particulier, la Grande Muraille était un lieu que j'avais toujours rêvé de voir. Marcher sur cette muraille, vu d'innombrables fois dans les livres et les films, me semblait un rêve. De plus, la cité interdite, les guerriers de terre cuite de Xi'an, les jardins classiques de Suzhou, il y avait tant à découvrir. Alors moi, c'est l'Indonésie, lança Aïcha avec conviction. L'Indonésie était un pays de plus en plus populaire dans le monde entier. Ses îles paradisiaques, sa culture riche et l'hospitalité de ses habitants étaient mises en avant. Aïcha était fascinée par Bali et Java, rêvant de goûter à la cuisine locale authentique et de visiter les temples majestueux. La culture traditionnelle indonésienne et sa nature luxuriante semblaient particulièrement attrayantes, avec le mont Bromo et le temple de Borobudur, des lieux qu'elle désirait ardemment découvrir. Moi, Nadia semblait hésiter, mais elle proposa « Puisque nous allons en Asie, pourquoi ne pas faire une escale en France? C'est vrai, mais la France semble vraiment être juste une escale, ai-je dit, et Aïcha a acquiescé. Notre seule idée de la France, c'est la Tour Eiffel et quelques musées. Franchement, ça n'a pas l'air d'avoir le même attrait que les autres. Exact, on n'imagine même pas de plats typiques aussi marquants qu'en Chine ou en Indonésie. L'histoire et la culture ne semblent pas aussi percutantes. Aïcha et moi étions d'accord. De toute façon, c'est juste à côté, faisons-y un petit détour pour une nuit, ça ira. Ainsi, nous avons décidé de ne passer qu'une courte nuit en France à la fin de notre périple, nos destinations principales restant la Chine et l'Indonésie. Notre itinéraire de voyage de fin d'études était fixé. Chine, Indonésie, France. Pour assurer le bon déroulement du voyage, nous nous sommes répartis les tâches en fonction de nos talents. Je me suis chargé de la réservation des restaurants, Nadia des hôtels et Aïcha de l'organisation des transports. Une fois les préparatifs terminés, nous étions pleines d'enthousiasme à l'approche du grand départ. De la fenêtre de l'avion, nous apercevons une étendue de gratte-ciel. On y est enfin, la Chine. Nous atterrissons à l'aéroport de Pékin, excités. Après avoir passé les formalités d'immigration, l'immensité de la ville s'offre à nous. C'est vrai que l'échelle de la Chine est différente, s'exclame Nadia, les yeux brillants d'admiration devant le paysage. Nos cœurs débordaient d'attente. Nous prenons un taxi jusqu'à l'hôtel et décidons de faire un petit tour en ville après nous être installés. Cependant, à peine avions-nous marché quelques instants que nous avons froncé les sourcils. « Et, vous sentez cette odeur ?» demanda Aïcha, se couvrant le nez. L'air de la ville était imprégné d'une odeur particulière, un mélange d'émanations de gaz d'échappement et de relents nauséabonds, comme des eaux usées, nous montait aux narines. Des sacs poubelles s'entassaient sur le bord des routes, leur odeur se propageant au gré du vent. « Je voulais faire une petite promenade, mais c'est insupportable », soupira Nadia. Nous avons dû rentrer prématurément à l'hôtel. L'atmosphère de la ville, avec ses odeurs et sa foule dense,
nous laissait un premier sentiment de décalage par rapport à nos attentes. Le lendemain matin, pour nous rendre à la Grande Muraille, le lieu que j'attendais le plus, nous avons pris le train à grande vitesse chinois. On disait qu'il utilisait la technologie la plus avancée du monde. Ce doit être encore plus rapide que le TGV français, disions-nous, impatientes. Mais, dès notre arrivée à la gare, nos espoirs se sont évanouis. Le quai était bondé de gens qui ne faisaient pas la queue. Dès l'arrivée du train, la foule s'est précipitée sans ordre. Une fois assise, soulagée d'avoir trouvé une place, l'odeur dans le wagon nous a coupé le souffle. Des restes de nourriture, des bouteilles en plastique vides et même des arêtes de poissons traînaient partout. Dans l'allée, quelqu'un fumait sans vergogne. Un enfant derrière nous sautait sur son siège avec ses chaussures. L'homme à côté parlait fort au téléphone. C'est ça, le train à grande vitesse le plus avancé du monde? Nous nous sommes regardés, sans voix, déconcertés par le manque de savoir-vivre en public. Nous avons dû endurer ce long trajet. Arrivés enfin à destination, nous nous sommes rendus à la Grande Muraille. Du sommet, la vue était certes spectaculaire. La majesté de cette structure millénaire nous a un instant submergés. Cependant, les hordes de touristes bruyants et les déchets jonchant le sol ont estompé notre émotion. Prendre une photo tranquillement était impossible. De plus, les touristes locaux nous fixaient avec curiosité et tentaient même de nous prendre en photo sans notre permission, comme si nous étions des bêtes de cirque. « Assez de la Chine », murmura Aïcha, le cœur lourd. Nos attentes avaient été brisées. Le décalage entre la Chine imaginée à travers les films et les livres et la réalité vécue était immense. Même en essayant de comprendre les différences culturelles, le sentiment de malaise était trop fort. Mais l'Indonésie, ce sera sûrement différent, non? Les mots de Nadia ravivèrent une lueur d'espoir. L'expérience chinoise était un désastre, mais l'Indonésie était une culture différente, une nation majoritairement musulmane. Les Indonésiens nous semblaient polis et aimables à travers les récits. Être que l'Indonésie serait une destination de rêve. Aïcha était particulièrement excitée par le côté spirituel et naturel, rêvant de se ressourcer dans un lieu de paix. Une fois en Indonésie, la ville semblait lumineuse et animée. Les rues étaient propres et les affiches touristiques promettaient des merveilles. « Waouh, c'est vraiment comme dans les brochures !» s'exclama Aïcha, prenant des photos. Cependant, cette attente fut de courte durée. Pour déguster la cuisine locale, nous avons pris un taxi pour un restaurant recommandé. En lui donnant le nom, le chauffeur nous a souri en nous demandant si nous étions touristes. « Oui, nous avons hâte de goûter la nourriture locale », répondit Aïcha. Nous n'avions pas réalisé l'arrière-pensée derrière son sourire. Arrivé au restaurant, le compteur affichait un montant exorbitant. Il était évident qu'il nous avait fait faire un grand détour et nous avait surfacturé en tant que touristes. Le chauffeur a insisté, affirmant que c'était le tarif normal. Nous avons payé, écrasés par le sentiment de nous être fait avoir. Nous sommes entrés dans le restaurant, la colère rentrée. Le personnel nous a accueillis chaleureusement. Mais quand nous avons demandé des plats clairement halal et sans alcool, souvent utilisés en cuisine indonésienne et asiatique, l'attitude a changé. Pas de porc, mais ça n'a aucun sens de venir en Indonésie sans goûter ce plat typique d'ici. C'est délicieux, tout le monde en mange, dit un serveur, insistant lourdement. Malgré nos explications sur nos raisons religieuses, il continuait de pousser des mets qui ne respectaient pas nos restrictions avec la même passion que s'il nous offrait la chose la plus précieuse au monde. Il ne cherchait absolument pas à comprendre notre culture et notre foi. Cette attitude nous a brisé le cœur. Finalement, nous avons renoncé et, alors que nous nous apprêtions à partir, l'impensable s'est produit. On nous a demandé de payer la taxe de table et des frais de service sans même avoir commandé. C'est ridicule, nous ne paierons pas, et nous ne reviendrons jamais ici. Aïcha est sortie du restaurant en trombe. Une fois dehors, Nadia s'est mise à pleurer. J'en ai assez, on s'attendait à tellement. Ces larmes nous ont plongés dans une profonde tristesse. Malgré tout, nous avons pris le train indonésien pour notre prochaine étape, mais la déception continuait. Des déchets traînaient encore des passagers précédents, des gens dormaient sur le sol sans enlever leurs chaussures, et le manque de savoir-vivre en public était flagrant. Un groupe d'adolescents écoutait de la musique forte sans écouteurs. Le bruit dans le wagon était insupportable et la pression augmentait. De toute façon, la France, ce sera la même chose, dit Aïcha, épuisée. Dans nos cœurs, toute attente pour ce voyage en Asie avait disparu. Le fossé entre l'idéal et la réalité n'était plus qu'un soupir profond. La vérité découverte au cours de ce voyage était aux antipodes de l'Indonésie de rêve que nous avions imaginée. Nous étions à bout. Nous n'avions même plus l'énergie d'espérer pour la France. Les désillusions précédentes étaient si grandes que nous avions peur de nous faire de nouveaux espoirs.
Ce sera encore des rues sales, des gens bruyants et impolis, pensions-nous en arrivant. Pourtant, dès que nous avons posé le pied à l'aéroport, nous avons senti que quelque chose était différent. La première chose qui nous a surprise fut la propreté incroyable de l'aéroport. Pas un seul déchet. Les toilettes brillaient comme celles d'un hôtel de luxe. Les murs et le sol étaient immaculés, et l'air sentait bon. Aucune odeur désagréable. C'est une blague? Est-ce vraiment la France? J'ai regardé mon reflet dans le miroir avec un sentiment d'incrédulité. De plus, le personnel de l'aéroport souriait, et nous saluait poliment en passant. Bienvenue, bienvenue en France. Cette simple phrase nous a surprises. Dans les pays précédents, même les agents d'immigration étaient froids et indifférents. Mais en France, nous étions traités comme des invités de marque. Dans la zone d'attente, tout le monde faisait la queue patiemment. Pas de scène de gens assis par terre, ou de bagages étalés comme en Chine ou en Indonésie. Nous prenons un taxi pour notre hôtel à Paris. Bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre établissement, nous dit l'employé, avec un sourire si doux qu'on sentait qu'il venait du fond du cœur. Êtes-vous musulmane, mesdemoiselles? Demanda l'employé. Instantanément, nous nous sommes figés. En Chine, nous avions été pris en photo comme des curiosités. En Indonésie, notre foi avait été ignorée. Nous craignions une nouvelle humiliation, mais l'employé nous a souri et a expliqué. Notre hôtel dispose d'une salle de prière. Je peux vous y accompagner. De plus, nous proposons un menu halal certifié. N'hésitez pas à nous le demander. Nous sommes les bienvenus. La voix de Nadia tremblait et ses yeux se remplirent de larmes. Elle était bouleversée. Après toutes les difficultés vécues, être respectée dès le début. Aïcha aussi laissa couler silencieusement ses larmes. L'employé, surpris par nos larmes, mais comprenant sans doute notre détresse, nous a tendu les clés de nos chambres d'un ton bienveillant. Reposez-vous bien dans votre chambre. La douceur du personnel nous a réchauffé le cœur. Les larmes que nous versions maintenant n'étaient pas les larmes de la douleur vécue en Chine et en Indonésie, mais des larmes de soulagement. La France, ce lieu inattendu et bienveillant, guérissait petit à petit nos blessures. Nous sentions que les attentes et l'espoir perdus pendant le voyage revenaient peu à peu. Après nous être remises de nos émotions, Nadia sourit. « J'ai faim. » Bien que l'hôtel proposât un menu halal, nous avons décidé de dîner dehors pour profiter de la France. Franchement, nous n'avions pas de grandes attentes concernant la nourriture française. En Chine, nous avions été déçus par la saleté des restaurants et le service désinvolte. En Indonésie, notre foi avait été ignorée et on nous avait forcés à manger ce que nous ne voulions pas. Allons n'importe où, avons-nous dit, cherchant un restaurant avec insouciance. Mais très vite, nous avons remarqué quelque chose. « Eh, c'est étrange, il n'y a pas de poubelle dans la rue », s'exclama Nadia, surprise. Alors qu'en Chine et en Indonésie, les déchets jonchaient le sol, les rues françaises étaient immaculées. Nous avons vite trouvé un bistrot qui affichait un panneau halal. En entrant, le personnel nous a accueillis avec un sourire. « Bienvenue. Avez-vous besoin d'un plat halal? Comment le savez-vous? Notre établissement propose un menu certifié pour que nos clients musulmans puissent profiter de nos mets en toute sérénité, » répondit l'employé avec calme. Une fois assise, il nous expliqua le menu en détail. J'ai goûté timidement une bouchée d'une soupe de bœuf, halal, une adaptation du bœuf bourguignon. Le bouillon riche et la viande tendre fondaient dans la bouche. C'est tellement délicieux. Chaque bouchée était un moment de pur bonheur. Nadia et Aïcha dégustaient aussi leurs plats, les yeux pétillants. Après les difficultés culinaires en Asie, pouvoir manger simplement et en toute confiance en France était un soulagement incroyable. Après le repas, nous nous sommes promenés. Aïcha s'arrêta et dit « Regardez cette boulangerie-pâtisserie, c'est incroyablement propre. L'intérieur était méticuleusement rangé, les produits magnifiquement présentés. J'ai acheté une pâtisserie, et l'employé m'a dit avec un signe de tête respectueux « Merci beaucoup ». Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à la salle de petit déjeuner de l'hôtel. C'était un buffet. « Tiens, il y a des plats avec la certification halal », dit Nadia en montrant du doigt. Nous réalisions que la France était vraiment un pays incroyable. Nous nous sentions enfin en sécurité et pouvions nous permettre d'espérer. Pour aller à notre prochaine destination depuis Paris, nous avons pris le TGV. Quelle serait l'expérience? Après nos mauvaises expériences avec les trains à grande vitesse en Chine et en Indonésie, nous étions anxieuses. Ce sera sûrement sale, bruyant et sans place assise, murmurions-nous en nous dirigeant vers la gare. Mais une fois sur le quai, nous avons poussé un soupir de surprise. Est-ce vraiment une gare? Contrairement aux quais bruyants et bondés de Chine et d'Indonésie, les passagers du TGV français faisaient la queue en silence. Regardez, tout le monde fait la queue correctement.
Les personnes avec de gros bagages les plaçaient devant elles pour ne pas gêner. Les enfants étaient tenus par la main, personne ne courait. Lorsque le TGV est arrivé, la porte du wagon s'est arrêtée pile devant la tête de la file d'attente, et tous les passagers attendaient patiemment que ceux qui descendaient soient sortis. Un spectacle inimaginable au vu de nos expériences passées. C'est automatique? Non. Il paraît que c'est le conducteur qui ajuste manuellement. Émerveillés, nous sommes montés dans le train. Le choc fut encore plus grand en nous asseyant. Le wagon était d'une propreté digne d'un salon d'hôtel de luxe. Les sièges étaient impeccables, les vitres sans trace. Pas le moindre déchet au sol, aucune mauvaise odeur. Au contraire, un léger parfum flottait dans l'air. Quel soulagement! Aïcha prit une grande inspiration, le visage détendu. Les passagers étaient calmes, chuchotant pour ne pas déranger. Ceux qui recevaient un appel se déplaçaient entre les wagons. « On dirait enfin qu'on est en vacances », dit Nadia, calée contre son siège. Jusqu'à présent, les déplacements avaient été synonymes de foule, de bruit et de mauvaise odeur. Dans le TGV français, nous pouvions enfin nous détendre et profiter du voyage. J'aimerais que ça continue comme ça. Aïcha ferma les yeux, sincèrement relaxée. Nous étions immergés dans cet espace de confort, redécouvrant la beauté de la France. Nous étions sincèrement touchés par le haut niveau de qualité du TGV français. Un monde à part des pays asiatiques que nous avions vus. Nous réalisions que c'était le respect mutuel et l'attention des gens qui rendaient cet environnement si agréable. Depuis notre arrivée en France, nous étions constamment surprises par les différences culturelles, mais ce qui nous stupéfiait le plus, c'était la qualité humaine des Français. Cela s'est produit alors que nous nous promenions dans les rues de Paris, cherchant notre chemin. La fonction GPS de mon téléphone était en panne et nous étions perdus. Que faire? On demande à quelqu'un? Ai-je demandé aux deux autres. Mais nous nous sommes rappelés nos expériences en Chine et en Indonésie, où l'on était souvent ignoré ou traité avec froideur. Nous craignions de subir le même traitement. À ce moment-là, une vieille dame française, à proximité, remarqua notre embarras. Elle s'approcha gentiment. « Est-ce que ça va? Où voulez-vous aller ?» Nous lui avons indiqué notre destination, et elle nous dit « C'est un peu loin d'ici. Je vais vous y accompagner. » Elle nous a menés jusqu'à notre but. Sa volonté d'aider sans rien attendre en retour nous a profondément émus. Une telle gentillesse aurait été impossible en Chine ou en Indonésie, murmura Nadia, les larmes aux yeux. En fait, nous avions prévu de mettre fin à notre voyage un jour plus tôt en Indonésie pour rentrer au plus vite. Mais maintenant, nous avons pris la décision de prolonger notre séjour en France. C'est alors qu'un problème survint. L'hôtel que nous avions réservé affichait complet. Nous étions désemparés. Mais l'employé de la réception réagit avec un sourire serein. Il chercha immédiatement un autre hôtel de la chaîne et nous fit une réservation. « Vous avez beaucoup de bagages. Je vais vous appeler un taxi », ajouta-t-il, faisant preuve d'une attention totale. Il nous attendit même à l'entrée jusqu'à l'arrivée du taxi. « Nous vous remercions sincèrement. » L'employé sourit doucement. « Il n'y a pas de quoi. Revenez nous voir en France, s'il vous plaît. » Nous sentions que la douceur des Français n'était pas seulement une question de politesse, mais une attention sincère, une chaleur dans le cœur qui leur permettait d'aider naturellement les personnes en difficulté. Pourquoi sont-ils si gentils? À la question de Nadia, nous n'avions pas de réponse, si ce n'est la conviction que nous étions incroyablement chanceuses d'être ici. Cela s'est produit dans le métro. Le wagon était silencieux, les passagers lisaient ou consultaient leur téléphone, respectant l'étiquette. Un calme impensable dans les transports en commun chinois ou indonésiens. Un peu plus tard, une personne âgée est montée. Sans hésiter, je me suis levé pour lui offrir ma place. À ce moment, l'homme français assis à côté de moi s'est levé aussi et m'a dit gentiment « Asseyez-vous, mademoiselle. Je vais céder ma place. » J'ai été stupéfaite. Je réalisais qu'en France, la gentillesse n'était pas un acte exceptionnel. La personne âgée, gênée, nous a remerciés. « Vous êtes très gentil. » En voyant cette scène, je comprenais une fois de plus que la gentillesse des Français ne venait pas d'une réglementation, mais du souci constant du bien, être d'autrui. En Chine et en Indonésie, je m'étais demandé d'innombrables fois pourquoi personne ne voulait aider. En France, je me demandais pourquoi ils pouvaient être si bienveillants, et à chaque fois, mon cœur, auparavant méfiant, fondait un peu plus. Ce jour-là, alors que nous nous promenions en ville, un enfant laissa tomber quelque chose de sa poche. « Attends !» J'ai couru pour ramasser l'objet et le lui tendre. L'enfant sourit. « Merci, amusez-vous bien » et courut vers sa mère en faisant un signe de la main. En voyant cela, j'ai réalisé que j'étais, sans le savoir, en train d'imiter les Français. Auparavant, si j'avais remarqué qu'un étranger avait laissé tomber quelque chose, j'aurais probablement continué mon chemin. Mais maintenant, j'aidais naturellement les autres, comme si la bienveillance française s'était infiltrée en moi.
Nous qui avions fermé nos cœurs pendant les voyages en Chine et en Indonésie, nous étions guéris, petit à petit, par la chaleur des Français. Nous retrouvions la confiance et la douceur. La France est vraiment un pays merveilleux, pensions-nous sincèrement, profitant de nos derniers instants. Les expériences vécues ici avaient radicalement changé nos valeurs. De retour à Paris, alors que nous contemplions le paysage nocturne depuis la tour Montparnasse ou la tour Eiffel, s'il y avait un belvédère, Nadia dit soudain « On pensait que la France n'était qu'une escale, n'est-ce pas ?» Le panorama nocturne de Paris scintillant de 1000 feux. Les lumières des immeubles se mêlaient pour former un tableau magnifique, très différent de ce que nous avions vu en Chine. Les bâtiments ordonnés, les routes élégantes et l'étendue de la ville formaient une image d'une beauté époustouflante. Nous étions un moment sans voix devant cette vue, mais les mots de Nadia m'ont étrangement touché et j'ai souri. C'est vrai. Mais en réalité, c'était le plat principal de notre voyage. Dans notre plan initial, la France n'était qu'un détour, après la Grande Muraille et les temples indonésiens. Maintenant, cette idée nous semblait absurde. Tout ce que nous avions vécu en France était notre plus grande récompense. La propreté partout où nous allions, l'accueil chaleureux dans chaque établissement, manger, voyager, loger, tout était sans stress. Nous avions été surprises par la propreté des rues, émerveillées par le bistrot halal et stupéfaites par le calme du TGV. Mais surtout, la douceur des Français s'était gravée dans nos cœurs. La vieille dame qui nous a aidés quand nous étions perdus, l'employé qui nous a trouvé un autre hôtel, le fait que céder sa place dans le métro soit une évidence. Nos cœurs étaient remplis par la bienveillance française. « Je ne veux pas repartir », murmura Aïcha. « On reviendra. L'année prochaine, on revient en France. Chaque année. » Nous avons accepté cette idée sans hésiter. Le jour du retour, au comptoir d'enregistrement à l'aéroport, nous parlions doucement. En rentrant, on fera plus de recherches sur la France. Son histoire, sa culture. J'ai tellement envie d'en savoir plus. Et surtout, nous partagerons avec notre entourage la gentillesse que nous avons reçue ici. Alors que l'avion s'éloignait de la piste, je regardais le paysage de Paris par le hublot et dis doucement « Je suis tellement heureuse d'avoir rencontré la France. » La France n'était plus un bonus. Elle était devenue un lieu spécial, le nôtre. Et ce n'était pas la fin d'un voyage unique. De retour au pays, nous avons tenu notre promesse. Chaque année, nous revenions en France. De nouvelles saisons, de nouvelles villes, de nouvelles expériences. Plus nous en apprenions, plus nous étions fascinés. À chaque visite, nous découvrions une nouvelle facette de la France. Le printemps à Nice, les festivals d'été sur la Côte d'Azur, les promenades d'automne dans les vignobles, les plaisirs hivernaux dans les Alpes. En découvrant toutes les facettes de la France au fil des saisons, nous avons approfondi notre compréhension de ce pays, et l'émotion ressentie lors de notre premier voyage brillait toujours dans nos cœurs.